point 8, la réglementation du système financier. Nous allons l'aborder en deux parties, l'architecture de la régulation des systèmes financiers et les objectifs de la réglementation bancaire. L'activité financière est dans tous les pays l'une des activités parmi les plus réglementées qui soient. Déjà, nous pouvons voir qu'il y a trois grands groupes d'architecture. On a le premier groupe on a un grand nombre d'instances qui sont chargées chacune d'une fonction principale spécifique applicable le plus souvent à un type d'institution financière donnée. C'est le cas des États-Unis et de la France, mais principalement des États-Unis. C'est une architecture assez complexe parce que souvent il y a des chevauchements de responsabilités et de fonctions entre les différentes instances en charge de cette supervision des systèmes financiers. Le deuxième groupe d'architecture, c'est celui où deux autorités sont chargées de l'ensemble des fonctions du système financier et couvrent plusieurs institutions en même temps. C'est le modèle qu'a adopté la France qui est passé du modèle complexe à celui de bipolaire ou de Twin Peaks, où elle a désigné deux autorités qui sont chargées de l'ensemble des fonctions. La Hollande aussi a suivi ce même système-là. Le troisième groupe, c'est mettre en place une autorité unique pour réguler l'ensemble du système financier. Celui qui a ce projet, qui a ce système pilote, c'est la Norvège. Mais le Royaume-Uni ont le modèle le plus abouti dans la question d'autorité unique. Mais suite à la fragilité de cette architecture face aux crises financières passées, le Royaume-Uni est revenu au modèle bipolaire. On peut voir ici au niveau des États-Unis le modèle complexe. Vous voyez au niveau des agences, ce sont toutes les agences dans la première colonne qui sont en charge de réglementer dans la deuxième colonne ces institutions-là. Et en la troisième colonne, on voit la nature de la réglementation qu'ils mettent en place. On voit la SEC, ou Securities and Exchange Commission, qui réglemente les marchés financiers et les bourses. Donc, elle définit la réglementation concernant l'obligation de publication et la sanction des délits d'initié, généralement. La CFTC, ou Commodities Futures Trading Commission, marché de produits et dérivés, elle réglemente la négociation d'instruments de change à terme. Donc, on voit pour plusieurs institutions, il y a plusieurs agences qui en assurent la réglementation au niveau des États-Unis. L'importance des asymétries d'information sur les marchés financiers peut rendre les investisseurs victimes de deux problèmes, comme on l'a dit beaucoup plus tôt, de l'antisélection ou de risque moral, ce qui peut empêcher le bon fonctionnement des marchés financiers. Donc la réglementation, alors mise en place ou développée par toutes ces architectures, c'est pour arriver à réduire ces risques, sinon les éliminer. Elle le fait de deux manières, en améliorant l'information disponible sur le marché, qui sont les objectifs de la réglementation bancaire. Il y en a deux. Le premier, c'est d'améliorer l'information disponible. La réglementation, comment améliore-t-elle l'information disponible? La réglementation peut réduire les craintes des prêteurs en imposant aux emprunteurs de publier de manière claire et vérifiable les informations nécessaires pour juger de la rentabilité et du risque de leur projet, ce qui permet de limiter l'antisélection, et des informations nécessaires pour juger de leurs activités, ce qui diminue le risque moral. Aux États-Unis, c'est la SEC qui s'en charge et qui impose la publication des informations nécessaires et veille au risque de manipulation de cours par les initiés, où on parle de déni d'initié. Et elle a été le modèle d'institution comparable mise en place en Europe. Plus récemment, en Europe, on parle d'autorité des marchés financiers en France. Le deuxième objectif, c'est d'assurer la stabilité du système financier.
l'asymétrie d'information peut également conduire à l'effondrement de l'intermédiation financière qui repose sur le crédit, c'est-à-dire sur la confiance. Donc, s'il y a une asymétrie d'information, une inégalité d'information, cela peut jouer défavorablement sur la stabilité du système financier et conduire à l'effondrement de l'intermédiation financière. En effet, si les déposants des banques n'ont plus confiance en leur capacité de remboursement, c'est-à-dire celle des banques à rembourser les dépôts qu'elles ont réalisés, elles ne savent pas distinguer une banque saine d'une autre banque qui est insolvable. Les déposants ou les prêteurs risquent de retirer leurs dépôts de toutes les banques et, s'ils agissent tous au même moment, de mettre ainsi en faillite les banques en question, qu'elles soient initialement saines ou en mauvaise santé. Dès qu'il y a une crise de confiance entre les déposants et les banques, et que les déposants n'arrivent pas à distinguer entre les banques laquelle est saine et laquelle est insolvable, il y a un risque très élevé. Et chacun veut sécuriser son argent. Qu'est-ce qu'ils font? La tendance naturelle est d'aller retirer ses fonds de la banque et les garder sur soi. Et si tout le monde agit de la même façon, directement les banques sont en faillite. Et c'est ce qui a suivi à la crise de 1929 aux États-Unis. Il y a eu cette panique-là et plus de 40% des banques aux États-Unis sont tombées en faillite. Pour réaliser, pour atteindre ces deux objectifs et les mettre en place, sinon, pour garantir la stabilité du système financier et protéger l'économie contre la crise financière, on a 7 types de réglementations. Ce sont les restrictions à l'entrée, les exigences de publication, la limitation des actifs et des activités, l'assurance dépôt, la restriction de concurrence, le plafonnement des taux d'intérêt et les réserves prudentielles. Les restrictions à l'entrée, la nécessité de disposer d'un agrément en France ou d'une charte aux États-Unis ou d'une licence dans l'Union européenne délivrée par l'administration spéciale en charge avant la création d'un intermédiaire financier. Cela garantit la qualité des dirigeants et fondateurs ainsi que leur capacité à réunir les capitaux nécessaires. Donc pour créer un intermédiaire financier, il faut avoir ou disposer d'un agrément si on est en France, d'une charte quand on est aux États-Unis ou d'une licence quand on est dans l'Union européenne. Et il faut que l'administration en charge, selon l'architecture de la zone ou de la nation où nous voulons opérer, puisse nous délivrer ce document. Elle ne peut le délivrer qu'après avoir évalué la qualité des dirigeants et fondateurs ainsi que leur capacité à réunir les capitaux nécessaires. Les exigences de publication. Les intermédiaires financiers sont soumis à des obligations de publication de leurs comptes plus sévères que la plupart des entreprises. En effet, leur comptabilité est soumise à des règles strictes. Leurs livres font l'objet d'inspections régulières par les contrôleurs spécialisés. Très important. Ensuite, il y a la limitation des actifs et des activités. Pour éviter une prise de risque excessive, les intermédiaires financiers ne sont pas autorisés à détenir n'importe quel type d'actifs. Par exemple, les banques de dépôt n'ont pas le droit aux États-Unis de détenir des actions qui sont considérées comme des actifs trop risqués, mettant en danger les dépôts de leur clientèle. Au niveau de l'assurance dépôt, les crises bancaires passées ont amené certains États à assurer les dépôts de manière à éviter que les investisseurs, spécialement les particuliers les moins fortunés, ne soient victimes de faillites bancaires. L'avantage d'une assurance dépôt est que les déposants risquent moins de céder à la panique et de contribuer ainsi à déclencher une crise bancaire. L'inconvénient, c'est que les banques peuvent en profiter pour mener des politiques plus risquées, faisant finalement reposer le prix de leurs erreurs sur le système d'assurance dépôt. Les banques vont se dire, puisqu'il y a une assurance dépôt, je peux prendre plus de risques parce que de toute façon, c'est couvert. Donc souvent, les États utilisent d'autres solutions, soit c'est l'État lui-même qui intervient au coup par coup pour essayer de garantir, ou il le fait au travers des banques centrales qui interviennent dans le système financier et jouent le rôle de prêteur en dernier ressort.
pour couvrir les risques. Au niveau de la restriction de concurrence, les hommes politiques ont tendance à accepter l'idée défendue par les banquiers qu'une concurrence trop forte entre les intermédiaires financiers peut conduire à des faillites dont le public pourrait être victime. À cause de cela, bien qu'il y ait peu d'arguments empiriques en ce sens, les États ont souvent créé des réglementations visant à diminuer la concurrence au sein du système financier, de sorte que on ne permet pas à plusieurs acteurs d'intervenir et on contrôle le nombre d'acteurs intervenants, sur la base d'une idée qui n'est pas encore démontrée empiriquement. Au niveau de la réglementation concernant le plafonnement des taux d'intérêt, la concurrence est également souvent freinée par des réglementations qui restreignent la liberté des intermédiaires financiers de fixer leur taux d'intérêt créditeur ou débiteur. Les taux d'intérêt ne sont pas fixés librement par les intermédiaires financiers. Dans certains États, comme dans certaines zones comme la nôtre, c'est la Banque centrale qui plafonne. Au niveau des réserves prudentielles, en effet, pour éviter que les banques ne soient mises en cessation de paiement, c'est-à-dire pour que la banque ne se trouve pas en situation de ne pas pouvoir donner l'argent aux déposants au moment où il veut le retirer, puisqu'il doit pouvoir retirer ses ressources chaque fois qu'il en a besoin. Mais pour éviter que les banques ne soient mises en cessation de paiement en cas de retrait important de dépôt, des règlements leur imposent de détenir des réserves liquides suffisamment importantes. Pour assurer les dépôts de leur solidité, pour garantir que ces réserves liquides sont solides, les banques ont été obligées également à avoir des fonds propres suffisants par rapport à leurs actifs risqués. Donc non seulement les banques disposent de réserves liquides suffisamment importantes, donc elles ne peuvent à aucun moment être en cessation de paiement, ça veut dire si nous tous en même temps nous devons aller retirer nos fonds dans une banque pour quelque raison que ce soit, elle ne doit pas être incapable de nous donner notre argent parce qu'elle a des réserves liquides suffisamment importantes. En plus, cette réserve liquide est garantie par un niveau de fonds propres suffisant, également détenu par l'entreprise vis-à-vis des actifs risqués qu'elle possède. Enfin, les décennies récentes ont vu une forte déréglementation des systèmes financiers et la modification des formes de régulation dans la plupart des pays. Vu l'expérience de plusieurs crises financières, plusieurs zones et plusieurs États ont commencé à réduire les réglementations ou simplifier les réglementations ou modifier leur forme, ce qui a permis l'intervention de plusieurs acteurs, plusieurs nouveaux acteurs. Mais la réglementation demeure parce que sans réglementation, le marché ne pourra pas être correctement régulé et les risques demeureront élevés. Je vous remercie.